Au Mali, des partis politiques sont officiellement dissous, un peu moins de 5 ans après l'arrivée au pouvoir d'Assimi Goïta à la faveur d'un coup d'État militaire. Dissous, comme au Niger et comme au Burkina Faso. S'agit-il d'une forme de pause du pluralisme nécessaire pour combattre le terrorisme ou de la mise en place assumée d'un nouveau modèle politique propre à l'Alliance des États du Sahel, l'AES, nationalisme autoritaire, panafricanisme kaki ou dictature militaire? Comment qualifier cette trajectoire politique inédite au Sahel? Pour en parler, j'ai à mes côtés Geneviève Gotzinger, ancienne journaliste et communicante, Wilfried Ekanga, essayiste et militant du MRC au Cameroun, parti d'opposition, Franck Touti, journaliste ivoirien et en direct depuis Bamako, maître Mamadou Konaté, ancien ministre malien. Bonjour à vous, Geneviève Gotzinger, Wilfried Ekanga, Franck Touti et Mamadou Konaté. La décision est tombée lundi 13 mai dernier. Désormais, les partis politiques dont la pluralité avait été consacrée à la faveur de la conférence nationale et de l'adoption d'une nouvelle constitution en 1992 n'ont plus droit de citer au Mali. Article 1er. Les partis politiques et les organisations à caractère politique sont dissous sur toute l'étendue du territoire national. Toutefois, les personnes en exercice dans les institutions politiques et administratives de l'État, en vertu d'une désignation de parti politique ou d'organisation à caractère politique, peuvent poursuivre leur mission sans pouvoir se réclamer de leur qualité de représentants des partis politiques ou d'organisations à caractère politique. Article 2. En vertu du présent décret, il est prescrit notamment l'interdiction de toute réunion des membres des partis politiques et des organisations à caractère politique dissous, l'interdiction à toute personne de favoriser la réunion des membres d'un parti politique dissous, notamment en consentant l'usage d'un local dont elle dispose ou la mise à disposition de tout autre moyen à but politique. L'interdiction de toute activité comme fondateur, président, directeur ou administrateur des organisations dissoutes. D'une manière générale, l'interdiction de toute autre activité politique ou à caractère politique de la part des organisations dissoutes. Maître Konaté, vous êtes avocat, vous avez été ministre de la Justice, je crois, au Mali. Comment avez-vous accueilli cette décision ? D'abord, je parle d'Abidjan et non pas de Bamako, parce que simplement Bamako est un territoire qui est difficile d'accès aujourd'hui. Bien évidemment, en raison de tout ce qui s'y passe, depuis le 18 août 2000 jusqu'à aujourd'hui, on a vu un processus se mettre en place de négation du droit, d'anéantissement des libertés et surtout de prise en otage de tout ce qui concerne la politique, les activités politiques, et en même temps qu'on bannit les hommes politiques. Je n'en suis pas un, sinon que j'ai assumé des fonctions de garde des Sceaux au ministre de la Justice. C'est bien évidemment à cette occasion et en ma qualité de citoyen que je m'exprime. Quand j'ai vu ce processus atteindre son summum justement par la première partie qui a consisté à suspendre les activités politiques d'une part et deuxièmement à réunir soi-disant des forces vives mais qui sont intimement liées à la personne du chef de l'État actuel, parce que le Parlement lui-même est un Parlement godillot en la forme d'un CNT aujourd'hui, qui est composé à 90% de militaires, de fils de militaires, de femmes de militaires ou de personnes qui sont de la même ethnie que le chef de l'État. Alors, vous voyez la configuration, on réunit des forces vives qui sont intimement liées à la personne du chef de l'État et on leur fait prendre des décisions au nom du peuple du Mali et on prend des mesures législatives justement d'abrogation du cadre juridique des partis politiques et du statut du chef de l'opposition et en même temps que l'on prend des décisions consécutives à ces lois d'abrogation de dissolution des partis politiques. Aujourd'hui, plus personne n'a le droit de se réclamer
d'un statut politique. Plus personne n'a le droit, en tant qu'acteur politique, de mener des activités politiques. Et j'entendais un Malien dire à la radio que même 2 personnes politiques n'ont plus le droit de se parler, y compris dans la rue. Vous voyez le contexte qui est celui du Mali aujourd'hui. C'est un contexte qui est ravageur. Ceux qui ont connu le Mali de 1991, dans la mise en place d'une conférence nationale qui a vu la participation du maximum de Maliens, toutes couches confondues, pour opter aujourd'hui pour une constitution libérale et libérée, pour opter également pour un principe du multipartisme et de la compétition électorale en décidant que nul n'a le droit d'accéder au pouvoir si ce n'est par le biais de l'élection. Eh bien, nous avons des militaires qui sont venus anéantir tout cela. Et c'est parti pour des moments très sombres pour le Mali. C'est parti pour des instants de dictature. Et ces instants me rappellent simplement 1973, le Chili et Augusto Pinochet qui a décidé de démanteler la politique et de s'asseoir sur le nez des Chiliens. Et ça a duré ce que ça a duré, on connaît l'issue. Alors, vous êtes avocat, seriez-vous avocat d'Assimi Goïta et si vous étiez avocat d'Assimi Goïta, n'auriez-vous pas quelques arguments en sa faveur? Oui, sauf que sur le coup, je ne raisonne pas en tant qu'avocat ou pas que. À la limite, pour lui éviter que je sois son avocat, j'attire son attention sur le fait que l'ordre militaire ne peut pas prévaloir dans un système de liberté. Le militaire ne peut pas être au sommet de l'État, le militaire est au service de la nation et le militaire se fait commander. Pour toutes ces raisons, j'ai besoin aujourd'hui qu'ils prennent davantage connaissance et conscience de la loi militaire, qu'ils prennent davantage connaissance de la doctrine militaire et qu'ils se rendent compte aujourd'hui qu'on ne peut pas retourner l'arme et la munition contre le peuple qu'on est chargé de défendre. Alors, je donne la parole à Wilfried Ekanga, militant du MRC, membre des nouvelles générations sur ce plateau, proche en âge d'un certain nombre de dirigeants et de forces vives aujourd'hui des transitions au sein de l'AES. Est-ce que finalement cette interdiction des partis politiques refroidit un peu disons, un a priori positif que tu as pu avoir sur ces pays de l'AES? Disons que ma position sur la question n'a pas changé du tout. Il y a quelques mois, j'avais fait une petite vidéo sur ma chaîne YouTube lorsque les partis politiques avaient été interdits en avril 2024 pour interpeller, évidemment c'est une figure de style depuis ma modeste position de citoyen camerounais lambda, les autorités maliennes de s'abstenir de mettre sur pied de telles mesures parce que cela pourrait permettre à leurs adversaires politiques internes comme externes d'utiliser cet élément pour dire que ils agissent contre la démocratie ou contre le peuple malien. Il est évident que en tant que Camerounais et en tant que membre de l'opposition camerounaise et qui aspire à aller à l'élection d'octobre 2025 contre Paul Biya notamment, je ne peux pas défendre tous azimuts une position selon laquelle il est normal d'interdire les partis politiques. Ça, c'est évident. Il est évident également que si j'avais été Assimi Goïta ou si j'avais été membre du CNT ou le chef de la transition, je n'aurais pas mis sur pied un tel mécanisme, du moins dans de telles proportions. Mais en même temps, je ne veux pas qu'on jette le bébé avec l'eau du bain. Je pense que c'est un argument insuffisant pour désavouer aujourd'hui les autorités de la transition parce que autant les contestataires, Madame Geneviève certainement, on va le voir tout à l'heure, vont désapprouver la mesure, autant vous avez à l'intérieur du Mali des gens qui vont vous expliquer qu'ils comprennent totalement, compte tenu du contexte. Il y a dans le paysage africain, notamment auprès de la jeune génération, un grand assentiment vis-à-vis des autorités de l'AES, notamment les 3 militaires, aussi bien en interne qu'à l'extérieur. On a vu le déplacement de M. Ibrahim Traoré au Ghana lors de l'élection de John Mamani Dramani. On a vu l'émulation incroyable dont il a fait l'objet. Et c'est un peu pareil quand on voit ce que disent... Mais Mugabe faisait l'objet d'une telle émulation quand il est en Afrique du Sud. Oui, enfin, Mugabe, quand même. Mugabe, c'est vrai qu'il y a un narratif pour désavouer une personne dans un manichéisme un peu puéril, mais Mugabe, qui va s'opposer à l'apartheid, partage une conviction qui est la mienne, qui est la vôtre également, sur ce plateau. Donc on ne va pas dire Mugabe et estampiller Mugabe comme une personnalité absolument exécrable. Non, il y avait des valeurs qu'il défendait qui sont communes
à nous quatre qui sommes ici sur cette table. Et donc, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abdourahmane Chani également vont avoir cet assentiment et cette approbation au sein de la jeunesse africaine. Il faut noter également que le Mali a réussi à lever il y a quelques jours 33 milliards sur le marché des obligations de l'UEMOA avec des contributeurs comme la Côte d'Ivoire. Mais le capitalisme n'a pas de morale. Oui, mais justement, on constate que malgré tout ce qu'on dit des autorités de la transition, elles réussissent à rétablir une certaine crédibilité du Mali dans sa capacité à être solvable et à rembourser ses emprunts. Donc, tout n'est pas à jeter, comme je l'ai dit, d'autant plus que, et là je vais taquiner Madame Geneviève, si les amis de la France, notamment l'Ukraine, n'avaient pas ourdi, entre autres, l'horrible attaque de Tin Zawaten, il aurait été plus facile de critiquer la démarche du Mali aujourd'hui, mais les autorités de la transition, après ce qui s'est passé à Tin Zawaten, s'appuient sur quelque chose de concret pour dire ce qu'on vous disait depuis le début, ce n'était pas nos fantasmes, ce n'était pas des illusions. Le Mali, effectivement, mène une guerre d'émancipation contre l'impérialisme avec des agents qui, pour certains, proviennent de l'extérieur et ont pour objectif principal de nous remplacer par des gens plus acquis à la cause impérialiste. Je veux dire, c'est le gouvernement ukrainien qui a admis qu'il avait participé à ce massacre qui a quand même coûté la vie à une centaine de militaires. Et quand M. Ibrahim Traoré ou Assimi Goïta ou Abdourahmane Chani va dire qu'il y a des poches de contestation, qu'il y a des poches de déstabilisation depuis certains pays voisins, il y a beaucoup plus de crédibilité à ce narratif-là après des événements qu'on a vus, qui ont été reconnus d'ailleurs par ceux qu'on accusait en amont. C'est pour ça que je dis, on ne doit pas s'enfermer dans un manichéisme où on cherche des anges et des démons. On doit faire une analyse un peu pragmatique et constater les différentes perspectives. Pardon, c'est un peu boulga là, ce que vous racontez. Non, pas du tout. Je vais m'exprimer, puis après on discutera. Grand assentiment, pour moi, l'assentiment, ça se mesure dans les urnes. L'assentiment, ça se mesure pas à partir de la diffusion de deepfake, comme c'est le cas actuellement. Voilà. L'assentiment, ça se mesure dans les urnes. Que le conflit russo-ukrainien se déplace en Afrique, c'est pas une bonne chose. Ça, on est d'accord les uns et les autres là-dessus. Qu'il y a eu effectivement une assistance de drones ukrainiens contre les forces de Wagner à Tin Zawaten. Bon, voilà. Personne ne peut souhaiter que le conflit... contre les forces maliennes. Et également de Wagner. C'est quand même pas mal de mercenaires qui étaient... Mais bon... Quel que soit le nom qu'on donne à ces forces, ce sont des... C'était des Russes, en l'occurrence. Oui, mais c'est des forces supplétives de l'armée malienne, donc des forces maliennes. En l'occurrence, c'était des mercenaires russes. Travaillant pour le Mali. C'est le droit de l'État malien de faire appel. Mais c'est le droit de l'État malien d'aller dans le mur comme il veut. Ça, c'est son droit absolu. Alors maintenant, l'assentiment, ça se mesure et il va dans le mur. Et on s'aperçoit aujourd'hui, effectivement, qu'on est dans une espèce de fuite en avant absolument délirante. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Maître Konaté, ça vous étonnera pas, sur l'analogie avec le Chili d'Augusto Pinochet. C'est exactement ce que je dis depuis le début sur ce plateau. On a affaire à des régimes militaires fascistes, donc vous pouvez défendre le fascisme, c'est votre droit. Ça veut rien dire. Mais si, ça veut tout à fait dire quelque chose. C'est une dictature militaire qui s'est mise en place au Mali, comme elle s'est mise en place au Burkina. En l'occurrence, ils sont quand même assez fascisants. L'Ukraine n'est pas une dictature militaire à ma connaissance, mais enfin bon. Après que le déplacement du conflit russo-ukrainien sur le territoire africain, personne ne peut évidemment le souhaiter. Voilà. Quelle était votre question à part ça ? En fait, en gros, est-ce qu'il y a une logique à comprendre dans cette interdiction des partis politiques ? La logique, c'est la fuite en avant absolue. Il y a une absence de résultats sur le terrain, ça on le constate tous les jours. Aujourd'hui, les groupes armés djihadistes rentrent dans les casernes, que ce soit au Mali, au Burkina Faso, au Niger, il y a pas mal de morts également, se servent en armement. Et puis voilà, la zone des 3 frontières est devenue une passoire absolue, ça l'était déjà, mais encore plus. Et vous voyez aujourd'hui au Burkina Faso des djihadistes qui ont un costume des FAMA. Enfin, vous voyez ces vidéos circuler, c'est juste absolument hallucinant. Donc le Sahel est devenu une zone totalement... Enfin, moi, ce que je crains, c'est 2 choses. Il y a 2 grands risques. Il y a effectivement le risque de dictature militaire, et là, on est en plein dedans. Et il y a également le risque de califat dans ces pays, enfin de prise en main totale de ces pays par des djihadistes. Donc on est dans une impasse absolue. Mais le plus grand risque, c'est quand même le djihadisme.
Oui, mais enfin, si vous voulez, le djihadisme est effectivement un très grand risque. Mais si la solution, c'était des militaires au pouvoir, on pourrait à la limite l'accepter de manière transitionnelle, transitoire. Mais manifestement, c'est un échec absolu, puisque tous les jours, les djihadistes gagnent du terrain, progressent. Et qu'on ne vienne pas me dire que c'est la Côte d'Ivoire qui les arme. C'est complètement faux. La Côte d'Ivoire est fragilisée, et les États voisins sont fragilisés par les pays de l'AES, qui font courir un risque sur l'ensemble de la région. En Côte d'Ivoire, il y a Franck Totti qui nous revient d'Abidjan sur le plateau. Si je peux brièvement rebondir, je veux dire, loin des belles phrases, loin des figures de style, il faut regarder la réalité telle qu'elle est. Il est logique que des djihadistes soutenus de l'extérieur par des gens qui admettent l'avoir fait soient plus forts qu'avant, et donc les exactions et que leur capacité de nuisance évolue. C'est pas une contradiction, et évidemment ça sert de narratif pour dire que les autorités actuelles n'arrivent pas à juguler la crise. Maintenant, soyons sérieux, des gens qui arborent des tuniques, il suffit d'assassiner un militaire, d'arborer cette tunique et c'est réglé. Franck Totti. Alors, pour revenir à la question des États de l'AES, alors, il faut partir du début. Alors, quand les militaires arrivaient au pouvoir, les récriminations contre les pouvoirs civils qui étaient en place, c'était l'instabilité, c'était la progression des mouvements djihadistes, c'était l'envahissement des territoires maliens, burkinabés et Niger, et des velléités d'attaque contre le Niger. Aujourd'hui, pour le Mali, 5 ans après, quel est le bilan que les putschistes au pouvoir peuvent faire de l'état de recouvrement de l'intégrité du territoire malien? Où en sommes-nous? Est-ce qu'il y a eu des évolutions? Est-ce que la situation sécuritaire s'est améliorée? Est-ce que les conditions de travail et les équipements des armées maliennes, burkinabées et nigériennes sont montés en puissance? Qu'en est-il de la réalité sur le terrain? Où en sommes-nous aujourd'hui, 5 ans après pour le Mali, quelques années après, et environ 2 ans pour le Niger et pour le Burkina? Où en sommes-nous? On est quasiment en train de tourner en rond concernant la situation sécuritaire de ces pays. Maintenant, quand aujourd'hui... parle d'une extension du domaine de l'adversité. C'est peut-être vrai, dans la mesure où il y a quand même un certain nombre de puissances à l'étranger qui ont intérêt à ce que la situation ne s'améliore pas trop, parce que ce serait un désaveu. Oui, à écouter les dirigeants de l'AES qui accusent notamment la Côte d'Ivoire pour le Burkina et le Mali, et le Bénin pour le Niger. Mais n'oublions pas que, en fait, l'objectif de ces pouvoirs-là, c'est de se maintenir au pouvoir. On le voit clairement. Parce que 5 ans après, comme je le répétais pour le Mali, on en est aujourd'hui à la dissolution des partis politiques. Et ça veut dire que la pérennité d'un pouvoir militaire, le calendrier des élections est vraisemblablement jeté au calendrier grec. On ne sait plus quand aura des élections dans ces pays-là. S'il n'y a pas de parti, il n'y a pas d'élection. Exactement. Et puis, on est en train de progressivement museler l'opinion nationale, parce qu'aujourd'hui, c'est le cas des partis politiques. Demain, ce sera les syndicats. Et après-demain, qu'est-ce que nous réserve déjà, la presse est dans un mauvais état. Il y a eu l'interdiction de TV5 Monde au Mali. Et bon, au-delà des médias étrangers, les médias nationaux subissent la censure. Alors, de 2 choses l'une. Soit les militaires ont pris goût au pouvoir et veulent demeurer, ils copient clairement l'exemple du Gabon. Même si ce n'est pas la même situation sécuritaire, ils font un semblant d'élection et puis ils se maintiennent au pouvoir avec un vernis d'élection. Et comme ça, ils seront légitimes, plus ou moins, pour diriger le pays. Mais on ne va pas rester dans des transitions interminables en justifiant le maintien de ces transitions par le fait qu'il y ait l'insécurité. Mais l'insécurité, elle peut durer des années, des décennies. Où va le Mali, le Burkina et le Niger? Sont sérieux. Alors, je voudrais qu'on prenne un peu de recul et qu'on essaye de voir s'il y a un système, une sorte de contre-modèle au sein de l'AES. Et je voudrais pour cela qu'on écoute quelques éléments d'analyse du politologue Rahman Idrissa, qui a accordé en mars dernier une interview au quotidien Le Monde.
Au Sahel central, au nom du souverainisme, des activistes religieux et des progressistes se sont unis. Aujourd'hui, en particulier au Mali et au Burkina Faso, ces derniers, les progressistes donc, sont persécutés, exilés ou embastillés. En revanche, les forces conservatrices, que ce soit les salafistes au Niger ou les traditionalistes au Burkina Faso, consolident le pouvoir des juntes. On est loin de la démocratie radicale promise au départ. Les militaires ont même trouvé le pendant des conférences nationales des années 1990 qui ont précédé la démocratisation. Les assises nationales qui, dans chaque pays, entérinent des dictatures radicales. Alors, Maître Konaté, y a-t-il une sorte de modèle alternatif à contre-courant de la révolution démocratique engagée dans les années 1990 qui se met en place au Sahel, et pourquoi? Parce que finalement, vous avez parlé avec émotion de cette révolution démocratique, mais si aujourd'hui elle est rejetée par une partie importante des générations nouvelles, c'est peut-être parce que la promesse démocratique, les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs. Imaginons même cette hypothèse-là. Ça veut dire que concrètement, vous avez mal aux yeux, vous allez voir votre ophtalmo, il ne vous donne aucune satisfaction, et vous décidez d'aller voir le cardio en pensant qu'il peut régler votre pathologie. Non. Le principe de base, et ça, il ne faut pas se leurrer, rien, absolument rien, ne peut amener l'institution militaire à prendre le pouvoir. C'est une aberration au plan constitutionnel, encore plus au plan de l'ensemble de nos engagements. Parce que simplement, au nom du principe de la séparation des pouvoirs, on ne peut pas confier la loi à la même personne que l'instrument qui lui permet justement d'appliquer la force de la loi. Donc, du point de vue, moi, du principe, voilà déjà la discorde que je peux avoir avec un certain nombre de personnes. Le deuxième élément, on met en cause les politiques en disant qu'ils ont été très mauvais depuis 60 ans. C'est sans compter que les politiques ont souvent succédé en Afrique à des militaires qui, pour la plupart, sont restés plus longtemps au pouvoir que les civils. Le troisième élément, faisons le bilan des militaires. Qu'est-ce qu'ils ont pu régler concrètement au Burkina Faso, au Niger et au Mali pour prendre que ces trois exemples-là? La question, encore une fois, ce n'est pas parce que des gens ont failli et ont eu un comportement pervers du point de vue de la démocratie que pour autant on décide d'anéantir la démocratie. Et immédiatement, quelle est la réponse que l'on donne aux gens? La réponse que l'on donne, ce sont des concepts que l'on avance qui sont sans contenu. On se dit tantôt souverainiste. Vous avez rencontré quelqu'un qui n'a pas envie de ce que lui-même soit au début, pendant et à la fin de ce qui lui concerne personnellement. En Afrique, il y a quand même une histoire de l'antisouverainisme, Maître Konaté. Oui, mais attendez, vous allez me ramener encore dans la période d'avant les indépendances et dans la période post-indépendance. Oui, mais la question, encore une fois, c'est que la prise en main de soi-même, l'exercice de sa propre souveraineté nous incombe à nous-mêmes. Il ne faut pas quand même se perdre dans ces dédales-là, souverainisme d'un côté, panafricanisme de l'autre. Ceux qui sont les adeptes et cette doctrine expriment une négation vis-à-vis de l'étranger. En soi, ce principe est mauvais. Que l'on soit en train, en tant qu'Africain, pour mettre en cause aujourd'hui l'impérialisme français et occidental, c'est une évidence. Il ne s'agit pas de le dire, il s'agit également de prendre conscience de cela et de s'organiser de manière à ce que l'on dénonce de l'autre côté, on soit capable de le prendre en main, de l'exercer. Et en l'exerçant aujourd'hui, prenez les militaires au Mali. Ils sont venus sur des schémas simples. Un, les civils sont incapables de pouvoir maintenir la sécurité, donc on prend la suite. Sans compter que c'est eux qui étaient là pour la sécurité, aux côtés des civils. Deux, il y a de la dilapidation des deniers publics. Et troisièmement, il y a une incapacité à nous prendre en main. Sur l'ensemble de ces points, au Mali, au Niger et au Burkina Faso, la sécurité s'est dégradée de plus de 20 points dans l'ensemble de ces pays. Il y a plus de morts qu'auparavant, il y a plus de territoires occupés qu'auparavant, il y a de moins en moins de liberté qu'auparavant, et les gens vont de moins en moins à l'école, y compris dans les madrasas. Deuxième élément, si l'expression de la souveraineté consiste à dire aujourd'hui
abat la Côte d'Ivoire parce que du Mali, on la soupçonne de quoi que ce soit, abat le Sénégal parce que ceci, parce que cela, abat la CEDEAO parce que ceci. Où est l'intérêt général? Que nous veulent ces militaires en prenant des options totalement érodées? Ils ont dit non au G5 Sahel, ils ont dit non à tout le dispositif militaire en se disant qu'on peut se prendre en main. Jamais le Mali n'a été en danger sécuritaire qu'aujourd'hui. Et enfin, parlons des libertés. Comment peut-on 2 secondes applaudir l'anéantissement des libertés qui amène un régime militaire à pointer du doigt Mamadou Konaté pour dire qu'il exprime une opinion qui est aux antipodes de ce que disent les militaires, et pour cette seule raison, il faut le mettre en cause, il faut le poursuivre au plan judiciaire, il faut le condamner, il faut le détenir le plus longtemps possible. J'ai un confrère, Guy Hervé Cam, qui est arrêté pour des motifs fallacieux au Burkina Faso aujourd'hui. Hier, quand il s'est agi de gens qui ont été arrêtés au Cameroun, tous on s'est levés. Quand il s'est agi de défendre des libertés, y compris au Cameroun, tous on s'est levés. Mes chers amis, il ne faut pas qu'on perde de vue que la liberté est intimement liée à la personne humaine. Et la personne humaine est sacrée. Si cela s'appelle démocratie avec la justice, moi je suis un démocrate. Alors sur le plateau, que ceux qui ne sont pas démocrates, que ceux qui sont anti-liberté le disent. Alors, je voulais justement qu'on prenne du recul. Est-ce qu'il y a un modèle AES, Wilfried? Mais alors, AES, vous comprendrez véritablement que j'ai du mal à en parler. En plus, je déteste ce concept-là. On n'a pas attendu le concept d'AES pour nous mettre ensemble. Mais le Burkina Faso, le Mali et le Niger partagent des frontières intimes. Dans ces frontières-là, il y a des gens qui vivent un pied dedans et un pied dehors. La notion de nationalité n'a absolument aucune espèce d'importance, et c'est le président Alpha Oumar Konaré qui a parlé de pays frontières. Depuis que l'AES s'est mise en place, qu'est-ce qui s'est fait d'un point de vue politique? Ils passent plus de temps à aller se voir, soi-disant pour mettre en concordance la musique qui va être donc l'hymne national, le drapeau qui va être en commun, et puis quoi d'autre encore? La véritable AES n'a pas besoin d'être prônée comme ils le disent. Il faut qu'il soit capable de se prendre en main, d'assurer la sécurité, d'assurer le développement. Ok, en fait, j'évoquais vraiment, Wilfried, la question du modèle ou du contre-modèle. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de révolution conservatrice dans la mesure où, justement, on parle d'enfants qui vont moins à l'école, on parle finalement des démocrates historiques, en tout cas au Burkina Faso de manière spécifique, qui sont dans les geôles, etc. Il n'y a pas... alors, est-ce qu'il y a un modèle AES ou bien un contre-modèle AES qui fait face à un modèle ou un contre-modèle CEDEAO, sachant que la CEDEAO serait des pays qui ont des institutions qui apparaissent démocratiques mais qui ne le sont pas forcément. Du coup, de l'autre côté, on a quoi? Des institutions qui s'affirment antidémocratiques et pro-panafricanistes, entre guillemets. Oui, alors, une fois encore, je vais préciser que j'aurais été à la tête de la transition, que j'aurais pas poussé le bouchon aussi loin. Mais dans le même ordre d'idées, je veux que nous restions pragmatiques. J'ai entendu plusieurs fois évoquer le nom de Augusto Pinochet. Il faut savoir qu'Augusto Pinochet arrive au pouvoir après l'assassinat de Salvador Allende, qu'on a poussé au suicide le 11 septembre 1973. Et c'est une manœuvre organisée par un pays occidental démocratique, les États-Unis. Ensuite, il y a eu un rapprochement entre le fameux Pinochet et Margaret Thatcher, la première ministre du gouvernement britannique. En fait, on a constaté que selon les objectifs, selon les agendas des uns et des autres, il peut y avoir des dictatures positives ou des dictatures négatives. On peut aussi penser à Sékou Touré, qui s'est enferré dans une sorte de dictature en faisant face effectivement à une adversité internationale. Oui, et post-coloniale. Avant d'y arriver, il faut préciser d'ailleurs que justement aussi bien Augusto Pinochet que ceux qui ont orchestré le débarquement de la baie des Cochons en avril 61 étaient pour beaucoup formés à l'extérieur, aux États-Unis. On a dans le cas libyen le général Haftar qui nous vient de l'Anglais, non loin du siège même de la CIA. Cela veut dire, ce n'est pas une nouveauté, c'est pas de la propagande, c'est pas du complotisme quand on dit depuis l'extérieur d'un pays X, il y a des manœuvres de renversement d'une puissance et ce qui peut conduire cette puissance à, tomber dans une sorte de paranoïa
qui, si elle n'est pas explicable dans son entièreté, elle est analysable. Monsieur Konaté vit en Côte d'Ivoire. Il est évident qu'il ne va pas, quand bien même les preuves seraient sur la table, il ne va pas dire depuis Abidjan que oui, il y a des poches de déstabilisation en Côte d'Ivoire du gouvernement malien. Alors le modèle AES, c'est lequel? C'est la consolidation du panafricanisme dans sa réalité, c'est-à-dire on travaille à une véritable circulation, à une véritable nation constituée de 3 nations, à une sorte de confédération à l'état pur. On travaille dans une logique de monnaie commune. Ils sont actuellement dessus. Monsieur Ibrahim Traoré nous l'a encore confirmé il y a quelques jours que les travaux sont menés avec les experts justement pour mettre sur pied la monnaie qui permettrait de sortir du carcan CFA. Il y a le refus du diktat impérialiste, le refus du narratif néocolonial. Vous faites bien de... Mais il n'y a pas la démocratie. Enfin, M. Choguel Kokala Maïga disait il y a un moment donné que dans le contexte malien, notamment, il faut sortir de l'angélisme démocratique. Vous avez l'Ukraine près de nous, je reviens toujours à l'Ukraine. Attends, tu parles de l'Ukraine. Non, parce que c'est un exemple intéressant. Je pourrais vous parler de la Syrie également, où M. Ahmed Al-Sharan, un assassin notoire, un terroriste barbare, qui a travaillé avec les commanditaires des attentats de Paris, qui est reçu en grande pompe à l'Élysée comme quelqu'un qui est, en 24 heures, devenu gentil. Et c'est ce que nous, en Afrique, on n'accepte pas. On n'accepte pas que les méchants deviennent des gentils en fonction des aspirations des uns et des autres. On voit le rapprochement avec l'Arabie Saoudite. On a vu monsieur Jamal Khashoggi, un journaliste contestataire, découpé en morceaux en 2018 à l'ambassade saoudienne d'Istanbul. Mais on voit aujourd'hui comment on tend les bras à monsieur Mohamed Ben Salman dans une logique de coopération, de fraternité. On a oublié tous les principes démocratiques, on a oublié tous les angélismes qu'on présente aux Africains à longueur de journée. Donc autant je n'aurais pas mis sur pied exactement les mêmes mécanismes de restriction des partis politiques et des libertés qu'on voit dans l'AES, autant je ne suis pas non plus dans le manichéisme de me dire dans une analyse, ils sont méchants. Zelensky a supprimé 11 partis politiques en Ukraine, dont la principale plateforme d'opposition, la plateforme pour la vie, qui avait quand même 44 députés. À la Rada, le Parlement, à Kiev. On a arrêté, parce qu'on le soupçonnait de collusion avec Moscou, M. Viktor Medvedchuk, et on a mis un procès contre lui, on l'a condamné. Les autorités du Mali procèdent de la même manière. Et ceux qui ont du mal à condamner l'Ukraine condamnent le Mali parce qu'ils se disent que c'est possible en Ukraine d'être de connivence, de faire des collusions avec la Russie pour déstabiliser l'Ukraine. Mais ce n'est pas possible de vouloir déstabiliser le Mali depuis un autre pays. C'est pas possible. Donc pour finir, en tout cas, le projet AES, il est le suivant. Dans l'idéal, on aimerait bien que les djihadistes qui ont gagné en puissance, évidemment, depuis que les militaires sont arrivés, on aimerait bien que leur soutien externe, parce qu'ils sont réels, cesse leur manœuvre macabre, ce qui faciliterait l'implantation de véritables projets politiques et économiques. Si cette donnée était d'actualité, il serait plus facile, je le redis encore, de poser la question aux militaires, mais pourquoi vous ne partez pas? Le pays a été pacifié, d'autres personnes que vous peuvent mettre sur pied les projets économiques. Mais dans le contexte actuel, ou même de l'extérieur, certains pays qui n'ont rien à voir avec l'AES admettent à vous, oui, nous avons participé. Et d'ailleurs, nous avons l'intention de le refaire. C'est clair que ça complique la donne. Donc, Franck, est-ce qu'il ne faut pas voir au-delà du bien et du mal, comme le disait Wilfried, une sorte de tournant générationnel et souverainiste commun aux pays africains, où par les urnes ou par les armes, des dirigeants plutôt jeunes, nés bien après les indépendances, arrivent au pouvoir et ont des réflexes communs, parce que finalement, même si c'est pas le grand amour entre Bamako et Dakar, en fait, il y a ce genre de réflexe au Sénégal, et il y aurait ce genre de réflexe dans des pays comme le Cameroun ou la Côte d'Ivoire s'ils n'étaient pas dirigés par des octogénaires ou des nonagénaires. Alors c'est une évidence, il y a une montée générationnelle de nouveaux dirigeants, quelle que soit la forme par laquelle ils arrivent au pouvoir, que ce soit par les unes comme au Sénégal ou par les armes comme au Burkina ou au Mali. Mais en fait, cet aspect-là, cette évidence-là est en train de faire tache d'huile. Et on espère que ça puisse contaminer l'espace sous-régional de la CEDEAO, notamment de la CEDEAO et au-delà de l'Afrique centrale, où on a une vraie gérontocratie, au Congo, au Cameroun, en Côte d'Ivoire aussi. Pardon. Mais ce que je voudrais au-delà souligner, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a une montée générationnelle que justement ces jeunes en qui les populations qui se reconnaissent d'ailleurs
au-delà des réformes qu'ils prennent, de la similitude des générations qui se reconnaissent. Il ne faudrait pas que ces jeunes-là se transforment en une espèce de bourreau de la jeunesse, parce que ces jeunes-là mettent beaucoup d'espoir dans justement, les Museveni, les fameux nouveaux leaders d'Afrique de l'Est, ont d'abord été des jeunes militaires pleins d'allant, et aujourd'hui, ce sont des vieux dictateurs. Museveni en Ouganda, Kagame au Rwanda, ils ont porté un souffle, le souffle de la jeunesse, c'est pas forcément... Oui, tout à fait. C'est pour cela qu'il faut faire vraiment très attention à l'euphorie aussi du pouvoir, pour ne pas que cela entraîne ces jeunes dirigeants dans une espèce de dictature sans fin. Geneviève, le mot de la fin sur cette partie d'émission. Écoutez, moi j'ai trouvé Maître Konaté absolument bouleversant dans ce que vous avez dit, parce qu'on sent que vraiment, il le ressent, ce qu'il dit, il le ressent très fort. Il s'agit de son pays. Exactement, il s'agit de son pays. Donc lui, et de ses libertés, de manière très spécifique. Exactement. Parce que le fait que des partis politiques soient dissous, ça ne nous touche pas plus que lui. Voilà. Enfin bon, quand on est universaliste, ça nous touche. Moi, personnellement, ça me touche énormément. Ça nous touche pas mais lui, ça le touche d'une manière très intime. Je vais finir, merci. Lui, ça le touche d'une manière très intime, et on l'a quand même ressenti. Et donc, voilà, moi il m'a bouleversé, donc je le dis. Maintenant, j'ai quand même le sentiment, au-delà de ça, que tous les peuples, et il en était l'expression, tous les peuples sont avides de liberté. Et la manifestation de Bamako, place de l'indépendance, on parlait de la jeunesse, on avait une jeunesse qui était prête à mourir pour la liberté, qui était prête à mourir en revendiquant les mots de liberté, les mots de démocratie, les mots d'élection. Enfin, c'était très fort ce qui s'est passé place de l'indépendance, je crois que c'était le 3 mai à Bamako. Burkina Faso... La couverture de cette manifestation, que TV5 Monde a été interdit. Oui, voilà, c'est bien la preuve que l'omerta, c'est plus facile quand on est un régime dictatorial. Il ne faut pas qu'on voit la réalité, il ne faut pas qu'on voit le retournement de l'opinion publique. Et ce retournement de l'opinion publique, il est partout. Alors au Burkina Faso, c'est impossible, évidemment, de sortir dans la rue. De toute façon, vous allez vous faire mitrailler immédiatement. Il y a des massacres ethniques dans ce pays. Je rappelle qu'il y a eu quand même 130 civils Peuls qui ont été tués à Solenzo il y a quelques semaines. Mais c'est pas pour des raisons... On est d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que de toute façon, voilà, la répression est quand même féroce. On le sent aussi au Niger d'une manière différente. Pardon, je vais quand même dire un mot sur le Niger, pays qui m'est cher, comme vous savez, où les gens ne sortent pas dans la rue aujourd'hui, mais où néanmoins, et on l'entend, et je ne vous aurais pas dit ça il y a quelques semaines, mais je vous le dis aujourd'hui, dans les différentes boucles WhatsApp, vous avez une expression qui revient, qui est « Saï Bazoum ». Saï Bazoum, ça veut dire c'est Bazoum, Bazoum ou rien, de gens qui comprennent ce qu'ils ont perdu au Niger avec le coup d'État du 26 juillet 2023 et qui comprennent qu'aujourd'hui, ce pays est en plein effondrement. Merci à vous d'avoir regardé Décrypter l'Afrique. Rendez-vous bientôt pour de futurs décryptages de l'actualité africaine.